éventualité d'un moratoire, mais c'est parce que peut-être ils considèrent que l'Ukraine n'est pas prête aujourd'hui. Et ma réponse était la suivante, ça n'est pas quelque chose que vous cédez à la Russie, c'est votre liberté d'action puisque vous attendez que l'Ukraine soit prête pour finalement l'admettre à l'OTAN. Alors, je ne vois pas où est le rapprochement avec la position russe, puisque lorsque vous considérez qu'elle est prête, vous allez l'admettre. Finalement, ce moratoire, il est dans votre intérêt et pas dans le nôtre. Alors, j'ai également discuté avec le président français, nous avons parlé jusqu'à 2 heures du matin d'ailleurs, et il m'a dit que la position des Américains avait bougé. Quand je lui ai demandé en quoi avait-elle bougé, il n'a pas pu me donner des réponses. Donc, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on comprenne quel est ce frémissement, ce changement de la position des États-Unis, puisque votre collègue, hier, au contraire, a dit publiquement qu'il n'y avait aucun changement sur les positions de principe concernant l'élargissement de l'OTAN et l'ouverture à d'autres pays, y compris l'Ukraine. Est-ce que je comprends ça bien? Monsieur le Président, malgré les documents secrets qui sont de plus en plus publiés dans les médias, y compris les médias occidentaux, les documents d'accord avec la Russie, d'accord entre les différents pays occidentaux, à l'époque où on le voit dans ce document, il n'y avait même pas l'intention des pays occidentaux de d'étendre le temps vers l'Est. Et pourtant, Monsieur Stoltenberg, aujourd'hui, réfute cela, réfute l'évidence même, les documents qui ont été publiés, les archives britanniques qui étaient déclassifiées. Et pourtant, il refuse d'affaiblir ne serait-ce qu'un tout petit peu cette politique des portes ouvertes. Alors que pourtant, vous avez expliqué à de nombreuses reprises que cette politique des portes ouvertes, ce n'est pas quelque chose qui existe. Il y a, dans le cadre de l'accord de Washington, une possibilité, dans le cas de l'unanimité de tous les membres de l'Alliance, de proposer à un pays de rejoindre cette alliance si ce pays correspond aux critères de l'Alliance. Et si sa présence au sein de l'Alliance augmente le niveau de sécurité de l'Alliance. Ce deuxième critère est ignoré par le temps depuis longtemps, ça nous le savons. Mais concernant ces nouvelles idées, ou peut-être ce changement de position des États-Unis et de leurs alliés, nous sommes d'accord avec la position que vous avez exprimée vis-à-vis de M. Macron et nous nous fondons là-dessus. Nous devons d'abord comprendre quel est ce changement. Les collègues français nous disent qu'ils comprennent quels sont ces éventuels changements ou ces éventuelles propositions de Washington. Et donc, j'ai prévu, en accord avec vous, un coup de téléphone avec le ministre des Affaires étrangères français et j'ai demandé aux collègues français, à son staff, de faire en sorte que nous puissions aborder cette question de ce changement éventuel de position des Américains et des éventuelles propositions qu'ils pourraient nous faire. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Dmitri Kozak. Je lui ai demandé de nous donner un aperçu de ce qui s'est passé en termes de mise en œuvre des accords de Minsk, je voulais dire troisième étape, troisième échelon, et ensuite d'autres membres du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie auront l'occasion de s'exprimer pour expliquer quelle est la situation dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Monsieur Kozak, vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, je ne souhaite pas vous fatiguer avec les détails de ces négociations extrêmement complexes sur la mise en œuvre des accords de Minsk. Vous avez parlé un petit peu plus fort. Il est devenu évident aujourd'hui que ni l'Ukraine, ni ses alliés occidentaux ne sont pas intéressés par le Donbass. Ils font tout pour que ce conflit devienne un conflit gelé et pour qu'on puisse reprocher cette situation à la Russie. Ils ont déjà parvenu
implanter cette idée dans l'opinion publique occidentale et mondiale, que ce conflit autour du Donbass est un conflit russo-européen et que la responsabilité pour ce conflit repose sur les épaules de Russie. Et de la Russie. Et pourtant, cela nous coûte très cher. Nous envoyons de l'aide humanitaire, nous aidons ces territoires parce que nos citoyens ils sont en difficulté. Alors, aujourd'hui, au Donbass, il y a eu, avant ce conflit, beaucoup de postes qui se sont créés. Le chômage baisse, il y a plus de postes vacants que de chômeurs, 2 fois plus. L'activité prenait le chemin de la reprise, ça allait plutôt bien et en accord avec les objectifs économiques poursuivis. Alors, quant à l'Ukraine, il est évident que ni l'Ukraine ni l'Occident ne veut régler ce conflit dans le Donbass. Ils veulent geler ce conflit. Lorsque l'on pose une question, ne serait-ce qu'hypothétique, sur le Donbass et comment l'intégrer dans l'Ukraine. Ils sont stupéfaits, ils ne savent pas comment répondre à cette question, comment intégrer le Donbass. Ils ne savent, ils baissent les yeux, ils ne répondent rien. En ce qui concerne le Donbass, je pense qu'il n'est nul besoin d'expliquer les raisons politiques et économiques. Non, dites-nous comment se passent les pourparlers autour des accords de Minsk. En quel état sont ces pourparlers? Eh bien, ces pourparlers sont au niveau 0 depuis 2015. Comme vous le savez, les accords de Minsk prévoient un dialogue sur le statut du Donbass après le conflit. Ce dialogue, il devait commencer dès que les armes lourdes auraient été retirées de la ligne de contact. Les armes lourdes avaient été retirées officiellement. Le 8 mars, ce retrait avait été terminé. Le 9 mars, on devait commencer le dialogue et sur la fin de l'année 2015, on aurait dû avoir des amendements à la constitution ukrainienne qui auraient été validés par la population du Donbass et ensuite, dans le cadre de cette constitution amendée, des élections et ensuite la frontière aurait dû passer sous le contrôle de l'Ukraine. Malheureusement, ce dialogue n'est pas commencé. L'Ukraine garde le secret sur le statut du Donbass tel qu'elle l'envisage. Si nous pouvons en tirer des conclusions, c'est que nous pensons qu'elle imagine des municipalités ordinaires ukrainiennes sans aucun statut particulier. Et l'Ukraine a réussi à convaincre l'opinion publique, le pouvoir ukrainien a réussi à convaincre l'opinion publique que cette partie des accords de Minsk sur le statut particulier des républiques de Donetsk et de Lugansk était inacceptable, il était impossible de les mettre en œuvre, et que si l'on acceptait ce précédent, eh bien les autres régions de l'Ukraine allaient se lancer dans la même demande et la même quête d'autonomisation, si vous voulez. Il existe une telle demande, par exemple, dans l'ouest de l'Ukraine. Et ça, c'est la conviction profonde du pouvoir ukrainien et aujourd'hui de l'opinion publique. Dans la salle des pourparlers sur les accords de Minsk, à mi-voix, presque en chuchotant, ils reconnaissent que ces accords sont importants et en sortant de la salle, ils décrètent publiquement, ils déclarent publiquement que ces accords de Minsk sont une corde qui les étrangle et qu'il n'y a aucun moyen de les mettre en œuvre. Alors, comme je vous l'ai dit, dit le président Poutine, j'ai discuté avec mon collègue français hier et il me disait que le pouvoir ukrainien était prêt à mettre en œuvre les accords de Minsk et a même des nouvelles idées en ce qui concerne leur mise en œuvre et la mise en œuvre des élections même, selon la formule Steinmeier. Alors, je le répète,
Cela dure depuis 8 ans et l'Ukraine s'est retrouvée dans des situations parfois comiques puisqu'il mente ouvertement. Il parle des accords de Minsk dans le cadre du groupe de contact, du format Normandie. Il y a quelque chose qui est écrit sur le papier, c'est écrit en noir et ils nous disent